Bonsoir, bienvenue à tous dans Histoire de France. Ce soir, la légitimité des lys et le duc d'Anjou, 7e partie. Alors on avait terminé plus ou moins la semaine dernière toutes les constitutions de la France depuis 1791 jusqu'en 1958. Puis avant, je vous avais fait les faussaires de la légitimité. Nous allons conclure cette légitimité des lys et le duc d'Anjou par des lettres, des textes, des procès-verbaux que j'ai choisi de vous lire, qui concernent vraiment cette chose. Je vous lirai quelque chose en latin d'ailleurs, qui est le texte original du serment du royaume de France, que je trouve extrêmement parfait et très joli. Et l'ordonnance sur les libertés de la presse. Enfin bon, il y aura des manifestes, il y aura pas mal de choses avant de conclure cette légitimité des ducs d'Anjou. Alors c'est un texte de la lettre que dépêcha le citoyen Rulle à la Convention après son sacrilège. Citoyens, mes collègues, vous m'avez chargé par votre décret du 16 septembre dernier de surveiller dans les départements de la Marne et de la Haute-Marne l'exécution de la loi du 23 août. L'article 1er de cette loi veut que les vieillards se fassent porter sur les places publiques pour prêcher la haine des rois et l'unité de la République. À mon arrivée dans la ville de Reims, je n'ai pas trouvé de vieillard sur les places publiques de cette ville prêchant la haine des rois. Mais moi, qui suis un vieillard, qui est en exécration les rois, les despotes et tous les ennemis de la liberté et de la légalité, je me suis transporté sur la place ci-devant royale, aujourd'hui nationale. J'y ai prêché la haine des tyrans. Et pour joindre l'exemple au précepte, la pratique à la théorie, j'ai brisé en présence des autorités constituées et d'un peuple nombreux, sous les acclamations répétées de « Vive la République », une et indivisible, le monument honteux créé par la ruse perfide du sacerdoce pour mieux servir l'ambition du trône. En un mot, j'ai brisé la sainte ampoule sur le piédestal de Louis le Fainéant, 15e du nom. La tête du tyran est tombée. Toutes celles qui voudront s'élever au-dessus du français redevenu libre doivent tomber de même. Ce peuple immense et généreux ne verra plus désormais l'insidieuse farce du sacre d'un brigand heureux, tout ce qui a trait à ce sacre, tout ce qui entretenait le fanatisme du peuple pour ses oppresseurs, en lui faisant croire que le ciel avait choisi des mortels plus favorisés que lui pour le mettre au fer. Cela doit disparaître. La sainte ampoule n'existe plus, ce hochet sacré des sceaux et cet instrument dangereux dans la main des satellites du despotisme a disparu. Recevez-en, mes collègues, les débris avec le reliquaire qui le contenait, de même que le procès-verbal qui en a constaté l'anéantissement. Salut et fraternité. Sans commentaire, bien sûr, par rapport à cela. Alors, le procès-verbal et les procès-verbaux, le premier traduit en latin, découvert dans les archives de l'archevêché de Reims par l'abbé Goix en 1979. L'an du Seigneur 1906, du 7e de décembre, en la vigile de l'Immaculée Conception, et à la 6e heure d'après-midi, au siège de l'archevêché, où fut apportée l'ampoule contenant le saint crème dont les rois de France avaient coutume d'être oints en l'église métropolitaine. Seigneur Louis-Joseph Luchon, archevêque de Reims, pour soustraire à la perte ou à la profanation ce crème, insigne venu du ciel, comme le rapporte la tradition, ouvrit avec révérence l'ampoule susdite. Soigneusement, il en retira ce qu'il en put en extraire de l'huile coagulée depuis longtemps et le remplaça par une certaine quantité de saint crème consacrée cette année, et il remit l'ampoule dans la cassette. Enfin, il transféra les particules extraites dans une autre ampoule de verre que, la fermant convenablement, avec un seau de cire rouge et un ruban de soie de couleur rouge, il marqua de son empreinte pour la conserver et la reconnaître pour les temps plus favorables. Pour accomplir cela furent présents et témoins M. Eugène Ernest Gaudy, vicaire général et protonotaire apostolite, M. Henri Froment, chanoine et archiprêtre de l'église métropolitaine, M. Jean-Hippolyte Jules Dupuis, vicaire de la même église, en foi de quoi ils soussignèrent les présentes lettres le 7e décembre de l'année susdite 1906. Louis-Joseph, archevêque de Reims, Froment, curé de Notre-Dame, et Ernest Gaudy, vicaire général, protonotaire apostolite. Jean Dupuis, vicaire.
L'an de notre Seigneur, 1937, le 16 octobre, avec l'autorisation de son éminence le cardinal Suard, archevêque de Reims, en présence de Monseigneur Lecomte, secrétaire général, de Monsieur le chanoine Delmont, secrétaire de l'archevêché, de Monsieur l'abbé Adam, directeur du grand séminaire, de Monsieur l'abbé Annès, secrétaire les sceaux de la fiole qui contenait le baume de la Sainte Ampoule destiné aux onctions des rois, ont été brisés et on a prélevé quelques parcelles de ce baume pour le mêler au Saint-Crème, destiné à la consécration de l'autel majeur de la cathédrale. Le surlendemain, après quoi de nouveaux sceaux ont été apposés aux armes de son éminence, le cardinal Suard. En foi de quoi je sous-signais Jean Lecomte, secrétaire général, et signé à Reims le 23 octobre 1937, Jean Lecomte, vicaire général, André Delmont et Paul Adam, bien sûr, Chamoine et Charles Annès. Alors, les textes originaux de la requête de l'archevêché de Reims au roi et de la réponse de celui-ci. Alors, bien sûr, c'est en latin. A vobis perdonari petimus ut unicute de nobis, es ecclesis nobis commissis canonicum privilegium et delibitam legam alque justitiam conservetis ad defensionem exhibeatis sixus res in sua regno debet iniscute episcoto et ecclesiaste sibi commissai. Voilà donc la remise du Saint-Crème dans la Sainte Ampoule. Et voici en latin le texte original du serment du royaume. Haec populo Christiano in mili subito, in Christi promito nomine, in premio sus ecclesiae de omnis populus Christianus veram, passem nostro arbitrio. In omni tempore servet, item ut omne rapacitates et omnes iniquitates, omnibus gravitus interditam, item ut in omnibus judicis ocitatem et misericordiam proecipiam, ut mihi et vobis indulgentes suam misericordiam, clemens et misericors Dios intem, de terra de mea acte jurisdictione mihi subita universos areticos ab ecclesia denonatos prohibitus bona fide exterminane subito oec omnia supra dicta firmo juramento simec Deus adjuvec et oec des evangelia. Voici maintenant le texte de l'ordonnance sur la liberté de la presse, ordonnance la plus abominée par les libéraux des 4 ordonnances du 25 juillet 1830, où, bien sûr, ça scellera la chute de Charles X. Charles, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux que ces présentes verront, salut. Article 1er, la liberté de la presse périodique est suspendue. Article 2. Les dispositions des articles 1er du 19 du titre 1er de la loi du 21 octobre 1814 sont remises en vigueur. En conséquence, nuls journaux, écrits, périodiques ou semi-périodiques, établis ou à établir, sans distinction de matières qui y seront traitées, ne pourra paraître soit à Paris, soit dans les départements, qu'en vertu de l'autorisation qu'en auront obtenue de nous, séparément les auteurs et l'imprimeur. Cette autorisation devra être renouvelée tous les 3 mois. Elle pourra être révoquée. Article 3. L'autorisation pourra être provisoirement accordée et provisoirement retirée par les préfets aux journaux et ouvrages périodiques ou semi-périodiques, publiés ou à être publiés dans les départements. Article 4. Les journaux et écrits publiés en contravention de l'article 2 seront immédiatement saisis. Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés ou mis hors de service. Article 5. Nul écrit au-dessus de 20 feuilles d'impression ne pourra paraître qu'avec l'autorisation de notre ministère secrétaire d'État de l'Intérieur et des préfets dans les départements. Tout écrit de plus de 20 feuilles d'impression qui ne constituera pas un même corps d'ouvrage sera également soumis à la nécessité de l'autorisation. Les écrits publiés sans autorisation seront immédiatement saisis. Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés ou mis hors service. Article 6. Les mémoires sur procès et les mémoires des sociétés savantes ou littéraires sont soumis à l'autorisation préalable s'ils traitent de matière politique, cas auquel les mesures prescrites par l'article 5 leur seront appliquées. Article 7. Toute disposition contraire aux présentes restera sans effet.
Article 8. L'exécution de la présente ordonnance aura lieu en conformité avec l'article 4 de l'ordonnance du 27 novembre 1816 et de ce qui est prescrit par celle du 18 janvier 1817. Article 9. Nos ministres, secrétaires d'État sont chargés de l'exécution des présentes. Donné à notre château de Saint-Cloud le 25 juillet de l'an de grâce 1830 et de notre règne le 6e, Charles, par le roi, le président du Conseil des ministres, prince de Polignac, Châteleuse, Dossé, Perronnet, Montbel, Guernon-Granville, Capelle. Alors maintenant, voyons le manifeste d'Henri V daté du 5 juillet 1871. Chambord, 5 juillet 1871. Français, je suis au milieu de vous. Vous m'avez rouvert les portes de la France, je n'ai pu me refuser le bonheur de revoir ma patrie. Mais je ne veux pas donner par ma présence prolongée de nouveaux prétextes à l'agitation des esprits si troublés en ce moment. Je quitte donc ce Chambord que vous m'avez donné et dont j'ai porté le nom avec fierté depuis 40 ans sur les chemins de l'exil. En m'éloignant, je tiens à vous le dire, je ne me sépare pas de vous, la France sait que je lui appartiens. Je ne puis oublier que le droit monarchique est le patrimoine de la nation, ni décliner les devoirs qu'il m'impose envers elle. Ces devoirs, je les remplirai. Croyez en ma parole d'honneur, homme et de roi. Dieu aidant, nous fonderons ensemble, et quand vous le voudrez, sur les larges assises de la décentralisation administrative et des franchises locales, un gouvernement conforme aux besoins réels du pays. Nous donnerons pour garantie à ces libertés publiques auxquelles tout peuple chrétien a droit, le suffrage universel honnêtement pratiqué et le contrôle de 2 chambres, et nous reprendrons en lui restituant son caractère véritable, le mouvement national et la fin du dernier siècle. Une minorité révoltée contre les vœux du pays en a fait le point de départ d'une période de démoralisation par le mensonge et de désorganisation par la violence. Ces criminels attentats ont imposé la révolution à une nation qui ne demandait que des réformes et l'ont dès lors poussée vers l'abîme où hier elle eût péri sans l'héroïque effort de notre armée. Ce sont les classes laborieuses, ces ouvriers des champs et des villes dont le sort a fait l'objet de mes plus chères études, qui ont le plus souffert de ce désordre social. Mais la France, cruellement désabusée par des désastres sans exemple, comprendra qu'on ne revient pas à la vérité en changeant d'erreur, qu'on n'échappe pas à des expédients, à des nécessités éternelles. Elle m'appellera et je viendrai à elle tout entier, avec mon dévouement, mon principe et mon drapeau. À l'occasion de ce drapeau, on a parlé de conditions que je ne dois pas subir. Français, je suis prêt à tout pour aider mon pays à se relever de ses ruines et à reprendre son rang dans le monde. Le seul sacrifice que je puisse lui faire, c'est celui de mon honneur. Je suis et veux être de mon temps. Je rends un sincère hommage à toute cette grandeur, et quelle que fût la couleur du drapeau sous lequel marchaient nos soldats, j'ai admiré leur héroïsme et rendu grâce à Dieu de tout ce que leur bravoure ajoutait au trésor des gloires de la France. Envers vous et moi, il ne doit subsister ni malentendu, ni arrière-pensée. Non, je ne laisserai pas, parce que l'ignorance ou la crédulité auront parlé de privilèges, d'absolutisme et d'intolérance, que sais-je encore, de dîmes, de droits féodaux, fantômes que la plus mauvaise foi essaye de ressusciter à vos yeux, je ne laisserai pas échapper de mes mains l'étendard d'Henri IV, de François Ier et de Jeanne d'Arc. C'est avec lui que s'est faite l'unité nationale, c'est avec lui que vos pères, conduits par les miens, ont conquis cette Alsace et cette Lorraine dont la fidélité sera la consolation de nos malheurs. Il a vaincu la barbarie sur cette terre d'Afrique, témoin des premiers faits d'armes des princes de ma famille. C'est lui qui vaincra la barbarie nouvelle dont le monde est menacé. Je la confierai sans crainte à la vaillance de notre armée. Il n'a jamais suivi, elle le sait, que le chemin de l'honneur. Je l'ai reçu comme un dépôt sacré du vieux roi, mon aïeul, mourant en exil. Il a toujours été pour moi inséparable du souvenir de la patrie absente. Il a flotté sur mon berceau. Je veux qu'il ombrage ma tombe. Dans les plis glorieux de cet étendard sans tache, je vous apporterai l'ordre et la liberté. Français, Henri V ne peut abandonner le drapeau blanc d'Henri IV, Henri. Alors, voilà la lettre du comte de Chambord de sa renonciation au trône. Alors là, c'est une extrait de lettre qu'adressa le prince Charles de Bourbon à la comtesse de Chambord le 24 octobre 1883. Ma chère tante Thérèse, il y a aujourd'hui 2 mois que Dieu m'a enlevé un nom que je ne saurais oublier. Comme je pense à vous à mesure que le temps passe, j'admire de plus en plus la grandeur d'âme que vous m'avez manifestée dans ces tristes moments, lorsque vous imposiez silence à votre douleur pour interpréter les volontés de mon oncle et maintenir avec énergie
le droit de mon père qui, en renonçant à l'Espagne, n'a renoncé ni à la France ni à aucun des droits de primogéniture dont il est maintenant le dépositaire. Le groupe de Français, petit groupe, mais groupe d'élite, qui reste fidèle au drapeau blanc et aux droits saliques, vous garde. Comme moi, une profonde reconnaissance pour l'énergie que vous avez montrée en vous opposant aux prétentions des Orléans, qui en définitive ne sont et ne sont jamais que les représentants de la Révolution. Ils ont bien démontré leur perfidie en essayant de convertir le pardon chrétien que mon oncle Henri V leur a si généreusement accordé en une reconnaissance de droits qui n'ont jamais existé et que, par conséquent, mon oncle ne reconnaissait pas lorsqu'il leur concédait la place qui leur revient dans la famille, c'est-à-dire la dernière. D'après ce que j'entends dire, mon père n'a pas l'intention quant à présent, de prendre l'initiative d'un acte spécial. Il estime que pour affirmer son droit, il lui suffit d'avoir accepté la consécration que vous-même lui avez ménagée, en lui donnant la présidence des funérailles et en exigeant, comme c'était juste et naturel, qu'il passât avant tous les autres princes, ce qu'il fut suffisant pour éliminer du cortège funèbre les Orléans. Quand je serai sûr de ne pas vous gêner, j'irai à Goritz, où j'aurai la consolation de vous voir et de prier sur les tombes de mon oncle Henri, de Louis XIX et de Charles X. Je leur demanderai qu'ils m'obtiennent force et lumière pour accomplir jusqu'au bout la mission que ma naissance m'impose. Alors là, voici une lettre de Jacques II, futur Henri VI, adressée aux Français et au prince de Bourbon le 31 juillet 1946. Nous, sous-signés Jacques, duc d'Anjou et de Ségovie, né le 25 juin 1908, héritier des droits et de mes ascendants, au titre de chef de la branche aînée de la maison de Bourbon, déclarons par les présences ne renoncer à aucun des prérogatives attachées à notre naissance, de laquelle il résulte que notre qualité est chef salique de la maison de France, comporte pour nous seuls le droit héréditaire de porter les armes appartenant au chef de cette maison, soit d'azur à 3 fleurs de lys d'or, quand la même qualité à laquelle est attaché héréditairement le droit de faire valoir nos titres au trône de France, nous déclarons ne renoncer aucunement à ce droit que, bien au contraire, nos intentions sont de ne rien négliger pour faire reconnaître, établir et proclamer ce droit pour nos enfants, Louis-Alphonse et Charles Gonzalve, issus légitimement de notre mariage avec Emmanuel de Dampierre, des ducs de Saint-Lorenzo, et cela en vertu des principes qui ont toujours régi et régissent aujourd'hui la succession au trône de France dans la branche aînée des Bourbons. En conséquence, nous nous engageons à faire valoir ce droit par tous les moyens pour empêcher que d'autres prétendants soient substitués à nous et pour, au contraire, faire connaître que cette qualité, notre titre transmissible héréditairement avec l'autorité, les privilèges et les droits divers attachés à cette qualité. Considérant comme nul et non avenu toute renonciation à cette qualité et à ce titre qui aurait pu être donné par nos ascendants et qui doivent être jugés, et le furent, comme contraires aux lois, desquelles il résulte que la couronne de France et la succession à Issel doivent appartenir au fils aîné et à ses enfants et descendants mâles, nés en légitime mariage et successivement à leurs défauts, à ceux des princes du sang de notre maison royale et leurs ascendants, qui par le droit de naissance et en vertu de l'ordre établi depuis la fondation de la monarchie française, devront succéder à la couronne. 31 juillet 1946, Jacques de Bourbon, duc d'Anjou. Déclaration d'Henri VI sur l'Algérie. Notre qualité d'héritier légitime au trône de France ne nous permet plus, par notre silence, de paraître adhérer à des thèses issues de la Révolution. Nous approuvons tous les termes du communiqué publié par l'Association générale des légitimistes de France. Le droit illégalement donné à la population d'une province française de faire sécession risque d'arracher l'Algérie à la France. Un roi la lui a donnée fidèle à la tradition de ses ancêtres. Leur légataire affirme que le territoire de la patrie est inaliénable et que nul ne peut s'arroger le droit d'en disposer. C'est une loi fondamentale que Louis XV se déclarait dans l'heureuse impuissance de changer, que chaque province s'organise suivant son génie propre, appuyé sur ses corps intermédiaires fonctionnant dans les domaines propres. Ainsi, l'autonomie de chacune sera respectée dans l'unité et l'ordre. Cet ordre politique ne peut être assis sur les partis instruments de division, mais sur les organismes naturels facteurs de coopération. Famille, commune, métier, communauté spirituelle et culturelle, la représentation des intérêts et des droits est constructive, celle des opinions est corrosive, ainsi que le démontrent 170 années d'expérience révolutionnaire. Ces principes, l'héritier des rois de France s'offre à les mettre en acte quand les Français le voudront. Paris, le 10 décembre 1959, Jacques-Henri, duc d'Anjou.
Extrait du testament de Charles II d'Espagne. Reconnaissant par plusieurs consultes des ministres d'État et de Justice que la raison sur laquelle étaient fondées les renonciations faites par Madame Anne ma tante, par Madame Marie-Thérèse ma sœur, toutes deux reines de France, aux États d'Espagne avait été d'éviter leur réunion à la couronne de France, que ce motif fondamental venant à cesser, le droit de la succession subsistait en la personne du plus proche parent, conformément aux lois de ces royaumes, et que cela se reconnaîtra alors que le deuxième fils du dauphin, se conformant à ces lois, je déclare pour mon successeur, au cas que je meure sans laisser d'enfant, le duc d'Anjou, deuxième fils du dauphin, que comme c'était fort mon intention et qu'il convenait à la paix de la chrétienté de toute l'Europe et à la tranquillité de ses royaumes, que cette monarchie d'Espagne demeura toujours séparée de la couronne de France. Je déclare que si le duc d'Anjou venait à mourir ou qu'héritant de la couronne de France, il la préféra à la couronne d'Espagne, mon intention est en ce cas que cette succession passa de la même manière au duc de Berry, son frère, troisième fils du dauphin. Qu'au cas où le duc de Berry vint aussi à mourir ou à succéder à la couronne de France, j'appelle à ces successions l'archiduc deuxième fils de l'empereur mon oncle, excluant par la même raison, et à cause des inconvénients contraires au bien de mes vassaux, le fils aîné de l'empereur. Qu'au cas que l'archiduc vient à mourir, je déclare et appelle à ma succession le duc de Savoie et ses enfants, qu'aussitôt que Dieu m'aura retiré de cette vie, le duc d'Anjou s'appela et fut, comme il le ferait en effet roi, de tous mes royaumes et États, nonobstant toute renonciation et acte fait au contraire comme dépourvu de raison et de fondement. Extrait des lettres patentes de Louis XIV confirmant le droit du duc d'Anjou à la couronne. Les prospérités dont il a plu à Dieu de nous combler pendant les cours de notre règne sont pour nous d'autant de motifs de nous appliquer non seulement pour le temps présent, mais aussi pour l'avenir au bonheur et à la tranquillité des peuples dont la divine providence nous a confié le gouvernement. Ces jugements impénétrables nous laissent seulement voir que nous devons établir notre confiance ni dans nos forces, ni dans l'étendue de nos États, ni dans une nombreuse postérité que les avantages que nous recevons uniquement de sa bonté n'ont de solidité que celle qui lui plaît et de leur donner. Comme il peut cependant que les rois qu'il choisit pour conduire ses peuples prévoient de loin les événements capables de produire les désordres et les guerres les plus sanglantes, qu'ils se servent pour y remédier des lumières que sa divine sagesse répand sur eux, nous accomplissons ces desseins lorsqu'au milieu des réjouissances universelles de notre royaume, nous envisageons comme chose possible un triste avenir que nous prions Dieu de détourner à jamais. En même temps, nous acceptons le testament du feu roi d'Espagne que notre cher et très aimé fils le dauphin renonce à ses droits légitimes sur cette couronne en faveur de son second fils le duc d'Anjou, notre cher et très aimé petit-fils institué par le feu roi d'Espagne, son héritier universel, que ce prince connu présentement sous le nom de Philippe V, roi d'Espagne, est prêt d'entrer dans son royaume et de répondre aux vœux empressés de ses nouveaux sujets. Ce grand événement ne nous empêche pas de porter nos vues au-delà du temps présent. Nous jugeons qu'il est également du devoir et du roi et du père de déclarer pour l'avenir notre volonté conforme aux sentiments que ces deux qualités nous inspirent. Aussi persuadé que le roi d'Espagne, notre petit-fils, conservera toujours pour nous, pour sa maison, pour le royaume où il est né, la même tendresse et les mêmes sentiments dont il nous a donné tant de marques que son exemple, unissant ces nouveaux sujets aux nôtres, va former entre eux une amitié perpétuelle et la concordance la plus parfaite. Nous croirions aussi faire une injustice dont nous sommes incapables de causer un préjudice irréparable à notre royaume si désormais nous regardions comme étranger un prince que nous accordons aux demandes de la nation espagnole. À ces causes voulons et nous plaît que notre très aimé petit-fils, le roi d'Espagne, conserve toujours les droits de sa naissance de la manière que s'il faisait sa résidence actuelle dans notre royaume, ainsi que notre très cher et aimé fils unique, le dauphin, étant le vrai et légitime successeur et héritier de notre couronne et de nos États, s'il arrivait ce que Dieu ne plaise, que notre petit-fils, le duc de Bourgogne, vienne à mourir sans enfant mâle, ou que ceux qu'ils auraient eus en bon et légitime mariage décèdent avant lui, ou bien que les 10 enfants mâles ne laissent après eux aucun enfant mâle né en légitime mariage,
En ce cas, notre dit petit-fils, le roi d'Espagne, usant des droits de sa naissance, soit le vrai et légitime successeur de notre couronne et de nos États, nonobstant qu'il fût alors absent et résidant hors de notre royaume, voulant que pour les causes ci-dessus, notre dit petit-fils, le roi d'Espagne, ni ses enfants mâles ne soient censés réputés moins habiles et capables de venir à la dite succession, ni autres qui leur pourraient échoir dans le dit royaume. Entendons au contraire que tous les droits et autres objets généralement quelconques qui leur pourraient à présent et à l'avenir compéter et appartenir soient et demeurent sains et entiers, comme s'ils résidaient et habitaient continuellement dans notre royaume jusqu'à leur trépas, et que leurs ouars furent originaires et régnicoles. Extrait de la lettre de Louis XIV aux Français datée du 12 juin 1709. L'espérance d'une paix prochaine était si généralement répandue dans mon royaume que je crois devoir à la fidélité que mes peuples m'ont déployée pendant le cours de mon règne la consolation de les informer des raisons qui empêchent encore qu'ils ne jouissent du repos que j'avais dessein de leur procurer. J'avais accepté, pour le rétablir, des conditions bien opposées à la sûreté de mes provinces frontières, mais j'ai témoigné de facilité et d'envie de dissiper les ombrages que mes ennemis affectent de conserver de ma puissance et de mes desseins, puis ils ont multiplié leurs prétentions. Je passe sous silence les insinuations qu'ils m'ont faites de joindre mes forces à celles de la Ligue, et de contraindre le roi mon petit-fils à descendre du trône, s'il ne consentait pas volontairement à vivre désormais sans État et à se réduire à la condition de simple particulier. Il est contre l'humanité de croire qu'ils aient seulement eu la pensée de m'engager à former avec eux une pareille alliance. Mais quoique ma tendresse pour mes peuples ne soit pas moins vive que celle que j'ai pour mes propres enfants, quoique je partage tous les maux que la guerre fait souffrir à des sujets aussi fidèles, et que j'ai fait voir à toute l'Europe que je désirais sincèrement de les faire jouir de la paix. Je suis persuadé qu'ils s'opposeraient eux-mêmes à la recevoir à des conditions également contraires à la justice et à l'honneur du nom français. Extrait du traité d'Utrecht relatif à la renonciation de Philippe V au trône de France. Article 6. D'autant que la guerre que la présente paix doit éteindre a été rallumée principalement parce que la sûreté et la liberté de l'Europe ne pouvaient pas absolument souffrir que les couronnes de France et d'Espagne fussent réunies sur une même tête, et que sur les instances de Sa Majesté britannique et du consentement tant de Sa Majesté très chrétienne que de Sa Majesté catholique, on est enfin parvenu par un effet de la providence divine à prévenir ce mal pour tous les temps à venir, moyennant des renonciations conçues dans les meilleures formes et faites en la matière la plus solennelle, dont la teneur suit ci-après. Renonciation de Philippe V, du duc de Berry, du duc d'Orléans, étant suffisamment pourvu par la renonciation si relative, lequel soit être éternellement une loi inviolable et toujours observée, à ce que le roi catholique n'a ni aucun prince de sa postérité ne puisse jamais aspirer à parvenir à la couronne de France. Et d'un autre côté, les renonciations réciproques à la couronne d'Espagne faite pour la France, ainsi que les autres actes qui établissent la succession héréditaire à la couronne de France, lesquels tentent à une même fin, ayant ainsi suffisamment pourvu à ce que les couronnes de France et d'Espagne demeurent séparées et désunies, de même que les subdites renonciations et les autres transactions qui les regardent, subsistant dans leur rigueur en étant conservées de bonne foi, ces couronnes ne pourraient jamais être réunies. Ainsi, le sérénissime roi très chrétien et la sérénissime reine de la Grande-Bretagne s'engagent solennellement et par parole de roi l'un à l'autre que ni leurs héritiers et successeurs ne feront jamais rien, ni ne permettront que jamais il soit rien fait capable d'empêcher les renonciations et autres transactions susdites d'avoir leurs pleins et entiers effets. Au contraire, leur majesté royale prendront un soin par singulier et feront leurs efforts afin que rien ne donne atteinte à ce fondement du salut public et ne puisse l'ébranler. Extrait du mémoire que manda le marquis Colbert de Torcy au futur lord Bolingbroke le 22 mars 1712. La France ne peut jamais consentir à devenir une province de l'Espagne, et l'Espagne pensera de même à l'égard de la France. Il est question de prendre les mesures solides pour empêcher l'union des deux monarchies. Mais on s'écarterait absolument au but qu'on se propose, et l'on tomberait en des mots
infini pire, s'il est possible, que celui que veut unanimement éviter, si l'on contrevenait aux lois fondamentales du royaume. Suivant ces lois, le prince le plus proche de la couronne en est l'héritier nécessaire. C'est un patrimoine qu'il ne reçoit ni du roi, son prédécesseur, ni du peuple, mais du bénéfice de la loi, en sorte que le roi cessant de vivre, l'autre lui succède aussitôt sans attendre le consentement de qui que ce soit. Il succède non comme héritier, mais comme le maître du royaume dont la seigneurie lui appartient, non par choix, mais par le seul droit de sa naissance. Il n'est redevable de sa couronne ni au testament de son prédécesseur, ni à aucun édit, ni à aucun décret, ni enfin à la libéralité de personne, mais à la loi. Cette loi est regardée comme l'ouvrage de celui qui a établi toutes les monarchies, et nous sommes persuadés en France que Dieu seul la peut abolir. Nulle renonciation ne peut donc la détruire, et si le roi d'Espagne donnait la mienne, pour le bien de la paix et par obéissance pour le roi son grand-père, on se tromperait en la recevant comme un expédient suffisant pour prévenir le mal qu'on s'en propose d'éviter. Alors, après, il y a des annexes sur les articles sur le code de la nationalité française de 1945, mais je ne vais pas vous lire ça. Je vais plutôt vous lire le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 21 décembre 1988 et déclaration publique faite au soir même du même jour par le feu Monseigneur le duc d'Anjou et de Cadix. République française 51 459, tribunal de grande instance de Paris. Irrecevabilité, première chambre, première section. Numéro 18, jugement rendu le 21 décembre 1988. Demandeur, Prince Henri Philippe Pierre Marie d'Orléans demeurant à Paris 16e, 38 rue de Boileau. Représenté par maître Pierre-Charles Ranouille, avocat, assisté par maître Paul Lombard, avocat plaidant du barreau de Marseille. Intervenant, Prince Ferdinand de Bourbon-Sicile, demeurant à Saint-Égulphe, Var, Fréjus. Castelluccio, les Rives d'Or, 257 avenue des Chèvrefeuilles. Prince Six-Henri de Bourbon-Parme, demeurant à Lignières, Cher, Château de Lignières. Représenté par maître Jean-Marc Varro, avocat. Défendeur, Prince Alphonse de Bourbon, demeurant à Pozuelo, Madrid, 23, Espagne, Calle Estrellas, numéro 5. Représenté par maître Jean-Noël, avocat du barreau, assisté par maître Jean Foyer, avocat plaidant. Ministère public. Monsieur Lautru, premier substitut. Composition du tribunal. Magistrat ayant délibéré. Monsieur Diette, président. Madame Lefoyer de Costil, premier vice-président. Monsieur Breillat, juge. Greffier, Madame Bayard. Débat. À l'audience du 16 novembre 1988, tenu publiquement. Jugement prononcé en audience publique contradictoire susceptible d'appel. Exposant que dans la tradition des apanages, le titre de duc d'Anjou dépendant exclusivement de la Maison de France, ne pouvant être attribué que par le chef de celui-ci, et que M. Philippe, petit-fils de Louis XIV, qu'il avait reçu de son grand-père, y avait définitivement renoncé pour lui-même et sa descendance en accédant en 1700 au trône d'Espagne par l'acte du 31 août 1987, assigné Alphonse de Bourbon pour que le tribunal lui interdise sous astreinte de 50 000 francs par infraction constatée de porter ce titre et d'arborer les armes pleines de la Maison de France. Dans ses conclusions et débouté le 26 février 1988, Alphonse de Bourbon réplique que seuls les princes d'Orléans, Philippe, second fils de Louis XIII, avaient porté avant de l'abandonner pour celui du duc d'Orléans en 1660 le titre de duc d'Anjou qui, depuis cette date, n'avait été conféré qu'à des descendants de Louis XVI. Il soutient que les Bourbons d'Espagne, désignés aussi sous le nom de Bourbon-Anjou, et dont les armes, par autorisation royale, sont accompagnées depuis 1700 de celles d'Anjou, n'ont porté le titre en litige après la chute de la monarchie française qu'en tant que de titre de courtoisie. Alphonse de Bourbon, soulignant qu'Henri d'Orléans ne verse au débat pour appuyer sa thèse aucun acte de collation de ce titre, dont la vérification serait au demeurant de la compétence des seules autorités administratives,
fait valoir que la demande tend en réalité à faire reconnaître au chef de la maison d'Orléans, simple particulier au regard des lois de la République, le pouvoir d'octroyer des marques d'honneur et de distinction qui révèlent des prérogatives d'un chef d'État. Il s'estime effet bien fondé à porter les armes pleines composées de 3 fleurs de lys d'or, 2 sur un champ d'azur, de la maison de Bourbon et des Bourbons d'Espagne ont adopté lorsqu'ils sont devenus les aînés de celle-ci à la mort du comte de Chambord le 24 août 1883. Il soutient que ces armes, d'ailleurs incluses avec une brisure dans celle du roi Juan Carlos d'Espagne, qui appartient à une branche cadette, ne sont plus l'emblème de l'État français depuis 1830, mais revêtent désormais d'un caractère privé, de sorte que leur dévolution et leur usage obéissent au droit commun des armoiries. Henri d'Orléans, par conclusion du 27 avril 1988, précise qu'il fonde son action sous une coutume incontestable, en vertu de laquelle seraient reconnus par la République, au moins depuis l'abrogation de la loi d'exil, les titres attachés jadis aux apanages dépendants de l'ancienne couronne de France et conférés par le chef de la Maison de France. Il affirme que si le titre de duc d'Anjou n'avait pas été attribué par ce dernier, il n'en aurait pas moins vocation à l'être, ce qui, par application des règles de l'ancienne monarchie, justifierait l'opposition à ce qu'un prince étranger, fût-il un Bourbon, le portât en France. Henri d'Orléans prétend même qu'un prince étranger ne saurait s'approprier les dites armes qui, tout en n'emportant pas la reconnaissance d'un régime monarchique, seraient le symbole de la France. Le 18 mai 1988, Alphonse de Bourbon conclut à l'irrecevabilité de cette action au motif que seul le comte de Paris aurait qualité pour défendre un titre qu'à suivre l'argumentation du demandeur, il lui appartiendrait d'attribuer. Il prétend que le port par lui-même de ce titre qu'il qualifie d'attente et qui, comme celui d'un titre régulièrement conféré, ne saurait être subordonné à aucune condition de nationalité, serait parfaitement licite, dès lors qu'il ne crée aucune confusion. Alphonse de Bourbon estime encore qu'il ne peut être déduit aucun effet juridique du traitement réservé au chef de la famille d'Orléans par les derniers présidents de la République, par ailleurs analogue à celui accordé par ceux-ci au chef de sa propre famille et qui ressort en réalité du domaine de la pure courtoisie. Il fait valoir enfin qu'il lui appartient, selon les règles coutumières, en tant qu'aîné de la branche aînée, de porter les armes en cause sans brisure. Ferdinand de Bourbon-Sicile et Sixte-Henri de Bourbon-Parme interviennent le 16 novembre 1988 volontairement dans la procédure aux mêmes fins qu'Henri d'Orléans, sauf en ce qu'il ne formule aucune demande quant au port des armes pleines. Il considère que le titre de duc d'Anjou appartient à la seule couronne de France et qu'il est indisponible en l'état des institutions françaises aussi longtemps que les circonstances et la providence ne pourvoiront pas à la représentation héréditaire de la nation française. Par une note en libéré dans laquelle il est état de sa nationalité française, Alphonse de Bourbon estime que ces interventions méritent d'être dites irrecevables au motif qu'elles tendent, comme la demande principale, à la reconnaissance, à l'application et à la sanction d'un droit public monarchique implicitement, mais nécessairement abrogé en conséquence de la proclamation de la République, sur la recevabilité de l'action en usurpation de titres. Attendu que les titres nobiliaires supprimés par les révolutions de 1789 et de 1848 et rétablis par le décret du 27 janvier 1852 ne peuvent être régulièrement portés et ne peuvent être donnés à leurs titulaires que dans les actes d'état civil qu'en vertu d'un arrêté d'investiture prise par le garde des Sceaux en application de l'acte royal ou impérial qui les a à l'origine conférés. Attendu qu'une action en justice ne pouvant être introduite que par celui qui y a un intérêt certain, un titre de noblesse ne peut être défendu contre toute usurpation que par celui qui en dispose lui-même dans les conditions rappelées ou en fait partie d'une famille à laquelle a été à la même manière exclusivement reconnue cette distinction honorifique. Attendu qu'en l'espèce Henri d'Orléans, fils aîné du comte de Paris, ne détient pas le titre de duc d'Anjou, qu'il ne revendique d'ailleurs pas, et qui, selon la tradition de la maison de Bourbon, était conféré au deuxième ou troisième fils ou petit-fils du roi. Attendu que ce titre, qui a été notoirement porté jusqu'à son avènement au trône d'Espagne en 1700 par Philippe de France, petit-fils cadet de Louis XIV, a été concédé en dernier lieu par Louis XV à son deuxième petit-fils Louis, Stanislas Xavier, futur Louis XVIII, puis a été aboli par l'effet du décret de l'Assemblée nationale constituante du 19 juin 1790. Attendu que depuis les mesures de rétablissement des titres de noblesse du XIXe siècle, il est constant que le titre de duc d'Anjou n'a fait l'objet d'aucune collation. Attendu que sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, en vertu d'une prétendue coutume républicaine, le chef de la maison d'Orléans aurait le pouvoir de conférer ce titre, force est de constater que le comte de Paris
non appelé à la cause, n'a pas estimé devoir intervenir à la présente instance. Attendu qu'en réalité, la survivance actuelle de ce titre considéré en l'état comme indisponible par les parties intervenantes et comme seulement d'attente ou de courtoisie par le défendeur ne pourrait être vérifiée conformément aux dispositions du décret du 10 janvier 1872 que par le garde des Sceaux éventuellement saisi après avis du conseil d'administration de la chancellerie, que dans ces conditions, Henri d'Orléans doit être déclaré irrecevable, agir en défense du titre de duc d'Anjou sur lequel il n'établit pas que lui-même ou sa famille ait des droits, qu'il doit en être de même quant à Ferdinand de Bourbon-Sicile et Sixte-Henri de Bourbon-Parme, qui ne justifie pas davantage d'un intérêt à intervenir sur le port des armes pleines. Attendu que les armoiries sont des marques de reconnaissance accessoires du nom de famille, auxquelles elles se rattachent indissolublement, que cette famille soit ou non d'origine noble, qu'il soit s'ensuit que les armoiries sont l'attribut de toute la famille et qu'elles jouissent de la même protection que le nom lui-même. Attendu que les armes en litige constituées de 3 fleurs de lys d'or, en position 2 et 1 sur champ d'azur, n'ont été celles de France qu'autant que régna l'aîné de la maison de Bourbon, à laquelle elles appartiennent, qu'elles sont devenues emblèmes privés à l'avènement du roi Louis-Philippe. Attendu que selon les anciennes coutumes, les armes pleines étant réservées aux aînés, les cadets devant introduire une brisure dans leur blason, qu'ainsi les princes de la maison d'Orléans, branche cadette des Bourbons, portaient, y compris le roi Louis-Philippe, les armes des Bourbons avec l'embelle, donc brisure, d'argent. Attendu que la République à nouveau instaurée, Charles de Bourbon, duc de Madrid, faisant valoir à la mort du comte de Chambord sa qualité d'aîné d'une branche aînée, s'attribua les armes pleines, que Louis-Philippe d'Orléans, petit-fils du roi Louis-Philippe, en fit alors de même, provoquant les protestations des Bourbons d'Espagne, que les tribunaux civils de la Seine, saisis par l'un d'eux, Marie-François de Bourbon et Castilly, devaient cependant considérer en sa décision du 28 janvier 1897 que ces armoiries pleines à 3 fleurs de lys d'or, qui étaient jadis attachées à la qualité de roi de France, avaient disparu avec elles. Attendu qu'il n'appartient pas à une juridiction de la République d'attribuer la rivalité dynastique qui sous-entend en réalité cette querelle héraldique comme l'ensemble de la procédure. Attendu qu'en tout état de cause, le demandeur, qui ne peut ainsi avec pertinence soutenir qu'Alphonse de Bourbon se servirait du symbole de la France, ne prétend nullement que le port de ces armes sans brisure, qui résulte d'un usage ouvert et constituant les Bourbons d'Espagne depuis plus de 100 ans, soit à l'origine, pour lui-même ou sa famille, d'un préjudice actuel et certain. Que dans ces conditions, Henri d'Orléans, qui ne justifie pas d'un intérêt à faire interdire le port de ces armoiries, sera déclaré également irrecevable en sa demande de ce chef. Par ces motifs, le tribunal déclare irrecevable Henri d'Orléans en ses demandes d'interdiction du port de titres d'armoirie ainsi que Ferdinand de Bourbon-Sicile et Sixte-Henri de Bourbon-Parme en leur intervention. Laisse aux demandeurs et aux intervenants la charge des dépens. Dit que Maître Nouel, avocat, pourra recouvrer directement contre eux et contre ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, fait et jugé à Paris le 21 décembre 1988, le greffier Pierre Bayard, le président Diette. Le tribunal de grande instance de Paris vient de déclarer irrecevable l'action de mon cousin Henri d'Orléans contre moi. On a donc reconnu qu'il lui était impossible de me contester ce titre de duc d'Anjou, qui tient tant à cœur aux aînés de ma maison, puisqu'il commémore l'aïeul, fils de France, qui vint de Versailles à Madrid pour régner sur l'Espagne. Ce titre qui m'est reconnu par tant de Français, y compris les autorités officielles, et pour m'aligner la preuve de son attachement à son berceau, la France. Il a été ainsi reconnu qu'on ne pouvait m'interdire le port des pleines armes d'azur à 3 fleurs de lys d'or, qui furent celles des rois très chrétiens de France jusqu'en 1830, et qui, depuis cette date malheureuse, sont celles des chefs de la maison de Bourbon. Je suis donc bien le chef de nom et d'armes des Bourbons. Je plains mon cousin Henri d'Orléans d'avoir œuvré de cette manière contre son chef de maison, mais je ne suis pas, hélas, étonné de cette action hostile. Il suffit de connaître la navrante histoire de cette branche cadette, ambitieuse, régicide et usurpatrice, pour s'attendre à tous de certains de ses membres, que je précise bien de certains, car d'autres m'ont fait part de leur tristesse devant ce procès. Je plains aussi mes cousins Ferdinand des Deux Siciles et Sixte-Henri de Parme, qui se sont joints à Henri d'Orléans pour me contester le titre de duc d'Anjou, alors même qu'ils reconnaissent que je suis l'aîné dont le chef de notre commune maison, et que leur avocat est allé jusqu'à déclarer qu'il ne reconnaissait pas les renonciations, ce qui ne manque pas d'intérêt quand on pense aux prétentions napolitaines déplacées des Ferdinand des Deux Siciles.
Je remercie de tout cœur mes cousins Michel, André, Axel et Jean de Parme qui ont publiquement reconnu mes droits et dénié toute représentativité à Sixte Henry. Je remercie de même mon avocat, monsieur le ministre Jean Foyer, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, dont le talent fut à la hauteur de sa science juridique et historique, et comment oublierais-je dans ma gratitude tous ces fidèles qui m'ont transmis leurs témoignages et leur soutien dans la douloureuse épreuve que j'ai dû subir. Alphonse, duc d'Anjou et de Cadix. Et ben voilà, je conclus cette 7e partie de cette légitimité des lys et du duc d'Anjou. J'espère que cela vous a éclairé par rapport à la légitimité des Bourbons d'Espagne, par rapport aux Orléans et bien sûr à tout ce que l'histoire a pu faire de ce qu'il y a de grande bassesse et de grande usurpation et de crimes, et jusqu'à ce que la France redevienne une monarchie. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cette légitimité des lys et du duc d'Anjou. C'était la 7e et dernière partie ce soir. Merci à vous. Ainsi s'achève la série sur la légitimité des lys et le duc d'Anjou. Nous espérons que ces récits vous auront aidé à comprendre que le successeur des rois de France est Louis de Bourbon, de jure Louis XX, et personne d'autre. Pour que vive la France, vive le roi. Viva Rex, in aeternum. Ainsi, le lys royal de France a pour unique objectif de restaurer cette monarchie et ne cessera jamais de se battre pour qu'arrive enfin le sacre et le couronnement du successeur des rois de France que nous appelons de nos vœux les plus sincères, Louis XX. Il est grand temps de remettre le roi de France sur le trône.